Que nous arriverait-il à nous et à notre planète si elle devenait aussi grosse que le Soleil ? Le diamètre de la Terre est de 12 874 km. La traversée, c'est comme faire 3 fois l'aller-retour à travers les États-Unis. Ça ne semble pas beaucoup, non ? Eh bien, que dirais-tu de répéter ce voyage 305 fois de plus ? Imagine les dépenses d'essence. C'est le diamètre du Soleil. Environ 1 392 082 km. Comparé à notre Terre, le Soleil est d'une taille inimaginable. Alors, que nous arriverait-il si nous le rattrapions ? Il existe 4 scénarios possibles, selon ce que l'on entend par taille du Soleil. Premier scénario. La Terre devient aussi grande que le Soleil, mais sa masse reste la même. Une planète gigantesque avec la masse d'une toute petite Terre. Tout d'abord, dis au revoir à la gravité. Plus la planète est grosse, plus sa gravité est forte, et vice-versa. Une planète aussi légère ne serait tout simplement pas capable d'attirer quoi que ce soit à elle. La gravité crée toutes les substances lourdes. Tout, des cailloux aux continents entiers, est maintenu grâce à elle. Je crois que tu as deviné ce qui arriverait sans elle. Nous nous transformerions tous en particules de poussière. Oui, la Terre deviendrait tout simplement un nuage de poussière. Oh, et pour compliquer le tout, les gravités des autres planètes nous étireraient sur les côtés, ne laissant aucune chance à notre planète de reprendre sa forme originale. Ce scénario n'est finalement pas le meilleur, tu ne trouves pas ? D'ailleurs, même si la Terre demeurait une planète, la vie ne pourrait pas y naître dans ces conditions. Il y aurait une distance considérable entre le centre de la Terre et sa surface. Et souviens-toi, la masse de la planète est minuscule, donc pas de gravité. Elle n'aurait pas été capable de retenir l'atmosphère, et sans atmosphère, les organismes vivants ne pourraient pas se développer. Ça n'aurait pas eu d'importance de toute façon. La Terre serait en fait un nuage. Dès lors, ce nuage, pesant environ 10 fois plus lourd que Jupiter, se concentrerait dans l'espace. Par conséquent, il éclaterait et se transformerait en étoile. Et nous aurions un nouveau Soleil. Scénario 2. Celui-ci est à la fois un scénario à part entière, mais aussi une conséquence du précédent. La Terre devient aussi grande que le Soleil et a la même masse. Maintenant, nous avons 2 soleils. Nous serions un système stellaire dit binaire. Cela signifierait la destruction de notre système solaire. Imagine avoir 2 masses dans un seul système. Les orbites des planètes deviendraient instables, perturbées par un changement aussi soudain. Une fois qu'elles se rapprocheraient de notre ex-Terre, elles s'effondreraient immédiatement, soit à cause des forces de marée, soit à cause de l'impact de l'ex-Terre. Oui, même les géantes de gaz. Je veux parler de toi, Jupiter. Sais-tu quelle planète survivrait et prendrait finalement sa revanche sur nous ? Pluton. Ce serait probablement la dernière exoplanète restante dans tout le système. Elle est trop éloignée pour remarquer des changements, sauf en cas d'augmentation de la masse du centre du système. Donc l'orbite de Pluton se rapprocherait de notre système à 2 étoiles, et c'est tout. La Terre et le Soleil devraient accepter que Pluton soit désormais leur seule planète. Le disque protoplanétaire qui a formé notre système il y a des milliards d'années n'existerait plus. Donc, plus aucune autre planète ne pourrait être créée dans notre système. Tout cela est bien beau, mais qu'en est-il de la Terre elle-même ? À quoi ressemblerait la vie ? Voyons voir. Les nuits et les jours dureraient désormais plus longtemps en raison de l'augmentation du temps de rotation de la Terre. Il y aurait probablement une baisse significative de la température au pôle nord et sud. Même sur notre petite planète actuelle, ils ne reçoivent que très peu de lumière solaire. Donc si la taille de la Terre augmentait, la zone des pôles qui recevrait la lumière du Soleil diminuerait encore plus. Le côté positif, c'est qu'il y aurait beaucoup plus d'espace maintenant. Il n'y aurait plus de surpopulation. La taille de la planète serait tellement énorme qu'il te faudrait des années pour aller d'un point à un autre. Oui, quand on y pense, on se sentirait probablement très seul. Mais bon, qui sait ? Peut-être que les fusées deviendraient notre principal moyen de transport. Ça serait génial. Il y aurait de nombreuses régions vastes et inexplorées qu'aucun humain n'aurait jamais vues ou visitées. Nous ne connaîtrions pas non plus l'existence de nombreuses civilisations et de tribus différentes. Les siècles passeraient et beaucoup d'entre nous s'en iraient sans jamais rencontrer d'autres personnes et apprendre à les connaître.
Et encore, si nous arrivions à marcher. Nos os ne pourraient pas supporter notre poids avec une gravité aussi considérable, et notre cœur devrait travailler 2 fois plus pour nous maintenir en vie. Les oiseaux ne pourraient plus voler. Rien ne pourrait voler a priori. Tous les arbres qui existent tomberaient, et les nouveaux repousseraient à peine, comme de l'herbe. En parlant d'arbres, comment se porterait notre écosystème? Eh bien, pas très bien. Si nous ne prenons pas soin de notre environnement dans notre petite terre en ce moment, imagine ce qui se passerait si nous avions un espace aussi vaste à notre disposition. Je suppose que nos tonnes d'ordures auraient même eu raison des réserves infinies d'arbres et d'eau potable que nous aurions dans notre grande nouvelle maison. Nos machines et nos robots devraient être énormes pour être efficaces. C'est parce qu'une ferme ordinaire aurait désormais la taille d'un État américain. Aussi, il ferait beaucoup plus sombre que ce à quoi nous sommes habitués. La Terre est si petite maintenant. Imagine ce qui se passerait si notre planète aurait la taille du Soleil lui-même. Moins de lumière solaire signifie que nous aurions probablement besoin d'un soleil artificiel. De plus, les différences de température à la surface de la planète seraient énormes. Si tu es surpris, c'est que tu as probablement sous-estimé la taille du Soleil. Il est presque 110 fois plus grand que la Terre. L'équateur de notre nouvelle Terre est égal aux 35 équateurs de notre Terre actuelle. Oh, et tu te souviens de Pluton? Eh bien, c'est notre seule lune maintenant. La première se serait probablement écrasée sur nous il y a bien longtemps, nous faisant subir le même sort que les dinosaures. Dans ce cas, toute l'eau se serait probablement évaporée de notre planète. Bref, il y a des milliers de mauvais cas de figure. Mais passons à autre chose et concentrons-nous sur du positif. Scénario 3. Même chose, mais la Terre conserve sa densité. Celui-ci est intéressant. Nous ne sommes plus une planète. Nous sommes une étoile maintenant. En fait, nous sommes devenus encore plus lourds que le Soleil. Notre planète aurait maintenant une masse solaire de 3,9, car il faudrait équilibrer notre faible densité d'une manière ou d'une autre. Bref, ce serait presque la même chose que dans le scénario 2, mais avec des conséquences à long terme plus intéressantes. Puisque notre Terre serait devenue 4 fois plus lourde que le Soleil, elle aurait brûlé son combustible plus rapidement. Ensuite, elle évoluerait. En fonction de la masse de son noyau, elle deviendrait une supernova où ses couches extérieures exploseraient pour former une nébuleuse planétaire. Si elle devient une supernova, le Soleil, qui était si proche de nous, exploserait. Et il ne resterait plus que notre Terre, une boule solitaire d'un diamètre minuscule de 19 km. Nous serions une étoile à neutrons, c'est-à-dire une étoile constituée de matière neutronique dégénérée. Cette matière est ultra dense et tourne très vite, alors mieux vaut ne pas s'en approcher. Si la Terre devenait une nébuleuse, le Soleil recueillerait toute la poussière et l'ajouterait à sa masse. Nous aurions désormais un Soleil légèrement plus gros et une naine blanche. Le temps passe, et le grand-père Soleil vit sa vie. Il deviendrait une géante rouge après avoir épuisé l'hydrogène de son noyau. Il commencerait à se dilater et laisserait sa matière, principalement de l'hydrogène, à la naine blanche. C'est nous. Lorsque la matière atteint des températures et des pressions suffisamment élevées, la fusion nucléaire se produit. Nous nous transformerions en une nova. Hurrah! Nous serions de nouveau une étoile solitaire, mais une étoile quand même. Que se passerait-il ensuite? Tu vois, une étoile est une bataille de forces opposées. L'une d'entre elles est la gravité, qui essaye par tous les moyens possibles de comprimer au maximum le plomb en une petite boule. La deuxième est un tas de combustible dans le cœur de l'étoile, qui, en brûlant, produit des tonnes d'énergie et des températures très élevées. Tant que ces forces sont en équilibre, l'étoile vit. Mais quand le combustible de l'étoile s'épuise, l'étoile se refroidit. La pression à l'intérieur diminue. Cela signifie que la gravité a gagné. Elle comprime l'étoile de toutes ses forces. En seulement 15 secondes, la lumière la plus brillante que tu aies jamais vue scintille de 1000 feux. Et notre ex-Terre devient une supernova, laissant derrière elle une nébuleuse impressionnante. Mais ne t'inquiète pas, il est impossible qu'une planète rocheuse obtienne la taille du Soleil. Seules d'autres étoiles peuvent être aussi grandes. Mais attends, pourquoi notre Terre est-elle si petite alors que les autres planètes sont énormes? Est-ce qu'elle continue de grandir ou est-ce qu'elle s'arrête à un moment donné?
Plus tu ajoutes de la masse, plus tu obtiens de la compression. Au fur et à mesure que les planètes deviennent plus lourdes, la compression gravitationnelle augmente. Elle cesse de croître lorsque leur masse atteint environ 1,7 fois celle de Jupiter, ou 540 masses de la Terre. Après cela, l'ajout de la masse à une planète la rendra plus petite, car la compression devient plus forte. Imagine un être si puissant qu'il pourrait aspirer des galaxies entières, si mystérieux qu'il serait invisible à l'œil nu, et si impressionnant qu'il pourrait plier l'étoffe même de l'espace et du temps. Je te présente ma mère. Mais non, je plaisante. Il s'agit en réalité de l'ultime super-héros de notre univers, l'étoile Trou Noir. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Nous allons voir ça. L'univers est rempli de merveilles, et cette étoile est l'une des plus impressionnantes d'entre elles. Sa force supermassive est capable de bousculer les lois de la physique, une véritable énigme que les scientifiques doivent encore élucider. Pas étonnant qu'elle fascine les auteurs de science-fiction. Une étoile trou noir, ou quasi-étoile, est une étoile hypothétique extrêmement massive et lumineuse qui pourrait avoir existé au commencement de l'univers. Selon nos calculs, elle brillait autant qu'une petite galaxie. Mais contrairement aux étoiles modernes, elle n'était pas alimentée par la fusion nucléaire. Son énergie provenait de la matière que le trou noir qu'elle possédait en son cœur aspirait. Et oui, tout comme un trou noir normal, ces étoiles avaient le pouvoir d'aspirer tout ce qui s'en approchait, des étoiles, de la poussière et même des galaxies. Mais comment est-il possible qu'une étoile naisse d'un trou noir? Et comment pouvait-il coexister? Voyons d'abord comment naissent les trous noirs en général. Tout commence par une étoile supermassive, c'est-à-dire une étoile faisant plusieurs fois la masse de notre Soleil. Cette étoile géante brûle intensément et brille de la lumière d'1 million de soleils. Hélas, elle finit par manquer de carburant. À la fin de sa vie, elle émet un énorme boom, une puissante explosion capable d'éclipser une galaxie entière. Ce type d'explosion porte le nom de supernova. Lors de ce boom, les couches extérieures de l'étoile partent dans tous les sens, tandis que le noyau se voit écrasé par sa propre gravité. Si le noyau est suffisamment lourd, il continuera à s'effondrer jusqu'à devenir un trou noir. Et celui-ci, par conséquent, naîtra. Et non, il n'a pas besoin de couches. Ce monstre cosmique grandira à partir de maintenant en avalant tout ce qui s'approche de lui. C'est en gros ce qui se passe actuellement dans notre univers, avec les étoiles supermassives. Mais les quasi-étoiles dans tout ça? La formation d'une quasi-étoile n'a pu avoir lieu qu'au début du développement de notre univers, avant que l'hydrogène et l'hélium ne se fassent contaminer par des éléments plus lourds. Pour cette raison, les quasi-étoiles présentent une caractéristique importante. Elles sont gigantesques, si énormes qu'il est littéralement impossible de les imaginer. Il est possible qu'elles aient été plus grandes que les plus grandes étoiles modernes connues, comme VY Canis Majoris et Stephenson 218. Pas étonnant qu'elles soient si effrayantes. Elles naissaient de proto-étoiles, qui étaient parmi les premières étoiles de l'univers, les arrière-arrière-grands-pères de... tout. Imagine maintenant une proto-étoile si massive que son cœur finisse par s'effondrer en un trou noir, comme nous l'avons décrit précédemment. Mais la différence essentielle, c'est que lors d'une supernova classique, les couches extérieures de l'étoile sont emportées par toute l'énergie libérée. En revanche, avec une quasi-étoile, 16 couches extérieures ont une masse suffisante pour absorber cette énergie et rester en place. Qu'obtient-on au final? Une étoile avec, en son cœur, un trou noir pesant entre 1000 et 10 000 masses solaires. Cette quasi-étoile est environ 14 000 fois plus grande que notre Soleil. C'est la plus grosse étoile que nous connaissions à ce jour. Ces titans célestes ont des propriétés assez folles. Lorsqu'un trou noir se formait au centre d'une proto-étoile, elle se mettait à dégager des tonnes d'énergie. Cette énergie contribuait à équilibrer sa force de gravité, comme avec les étoiles à fusion nucléaire. Elle devenait alors si lumineuse qu'elle ressemblait à une petite galaxie. Ces étoiles avaient une durée de vie assez courte, de l'ordre de 7 millions d'années. À titre de comparaison, notre Soleil a environ 4,5 milliards d'années, et il n'en est qu'à la moitié de sa vie. Au cours de cette brève période, le trou noir atteignait une taille située entre 1000 et 10 000 fois celle de notre Soleil. On pense aussi que les quasi-étoiles étaient très chaudes, avec des températures dépassant les 9700 Celsius. Mais en vieillissant,
elles commençaient à se refroidir et leurs couches extérieures devenaient transparentes. Finalement, leur température n'était plus que d'environ 3800 Celsius. À ce moment, c'en était fini de nos quasi-étoiles. Elles ne pouvaient pas survivre à cette température. Elles se dissipaient donc, laissant derrière elles des trous noirs de masse intermédiaire. Bon, malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve concrète de l'existence de ces quasi-étoiles. Elles auraient seulement existé il y a très très longtemps. Peut-être s'agissait-il d'étoiles dites de population 3, qui sont extrêmement rares et difficiles à détecter. Et il est très peu probable qu'elles existent encore aujourd'hui en raison de leur durée de vie très brève. 7 millions d'années, c'est court. Alors pourquoi les scientifiques croient-ils à l'existence de ces quasi-étoiles ? Parce qu'ils cherchent à expliquer comment des trous noirs supermassifs ont pu se former si tôt dans l'histoire de l'univers. On les trouve au centre de la plupart des galaxies. Mais comment ces monstres se sont-ils développés si rapidement ? Après tout, il faut énormément de temps pour qu'un petit trou noir se transforme en un trou noir supermassif. C'est de là que vient l'idée des quasi-étoiles. Ces étoiles ne sont pas simplement des titans destructeurs. Elles sont les championnes de la gravité. Elles peuvent plier et déformer n'importe quoi à leur guise. Voilà pourquoi, si elles ont réellement existé, on pense qu'elles ont joué un rôle crucial dans l'évolution des galaxies. Elles auraient tout contribué à façonner l'univers tel que nous le connaissons. Les trous noirs de taille intermédiaire qu'elles ont laissés derrière elles seraient finalement devenus les trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies. Mais nous n'avons pas encore résolu ce mystère cosmique. La détection des étoiles trous noirs s'apparente à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Sauf qu'au lieu d'une aiguille, il s'agit d'un objet invisible et mystérieux, et qu'au lieu d'une botte de foin, il s'agit de la vaste étendue de l'espace. À l'aide d'une technologie assez avancée et de beaucoup de matière grise, nos scientifiques tentent cependant de trouver des réponses. Voici quelques éléments qui peuvent nous aider. Tout d'abord, les ondes gravitationnelles. Ce sont des sortes d'ondulations dans l'étoffe de l'espace-temps causées par le mouvement d'objets massifs. Albert Einstein les a prédites au XXe siècle, mais elles n'ont été détectées qu'en 2015, alors que des scientifiques observaient une collision entre deux trous noirs. Cette découverte nous a appris que les trous noirs peuvent fusionner et qu'ils constituent une source puissante d'ondes gravitationnelles. Les scientifiques pensent qu'en étudiant ces ondes, ils pourront en savoir plus sur la formation et la croissance des trous noirs. Nous pouvons aussi essayer de détecter les quasi-étoiles en observant les effets de leur gravité sur leur voisinage. C'est un peu comme quand on essaye de trouver un criminel en examinant des empreintes digitales. Si par exemple un trou noir se trouve à proximité d'une étoile, nous pourrons observer la lumière de celle-ci se déformer. Bien sûr, nous pouvons utiliser nos technologies, les télescopes à rayons X ou à infrarouge, les radiotélescopes. Cela nous permet d'étudier les trous noirs de différentes manières et à différents stades de leur vie. Nous travaillons donc d'arrache-pied pour découvrir ce qui se cache derrière ces géants célestes. Nous développons en permanence de nouveaux télescopes à la recherche des trous noirs primordiaux, et nous essayons de comprendre ce qui lie les étoiles trous noirs à la matière noire. Cela nous mène à des découvertes assez incroyables, comme avec les ondes gravitationnelles. Nous espérons ainsi un jour percer le mystère des quasi-étoiles. Lorsque nous aurons découvert la vérité, nous aurons tourné une nouvelle page de notre histoire scientifique. Une puissante explosion de rayons gamma d'une demi-seconde seulement a eu lieu, et elle a libéré une énorme quantité d'énergie. C'était plus que notre Soleil pourrait produire en 10 milliards d'années. Ce bref flash a illuminé tout le ciel. Ensuite, une lueur beaucoup plus douce et plus durable est venue le remplacer. Les astronomes ont examiné ce phénomène à l'aide de rayons X, d'ondes gamma, d'ondes optiques et d'ondes infrarouges. Il s'est avéré que l'on avait vu un magnétar qui venait de naître pour la toute première fois. Il s'est probablement formé après la fusion de deux étoiles à neutrons. Cette fusion a donné lieu à une kilonova, l'une des plus brillantes et des plus grandes explosions stellaires. Sa lumière a finalement atteint notre planète le 22 mai 2020. Imagine une énorme étoile, au moins 5 fois la masse de notre Soleil, qui arrive à la fin de sa vie. Cela peut être dû au fait qu'elle n'a plus de combustible nucléaire. Si c'est le cas, l'étoile commence à se refroidir. La pression à l'intérieur chute et la gravité commence à se resserrer vers l'intérieur. Et soudain, plus d'1 million de fois la masse de notre planète s'effondre en 15 secondes. Cela se produit si rapidement qu'une énorme onde de choc fait exploser la partie extérieure de l'étoile. Cela produit un éclat de lumière aveuglant. Cette puissante explosion s'appelle une supernova.
Ce qu'elle laisse derrière elle est un noyau incroyablement dense entouré d'un énorme nuage de gaz chaud appelé nébuleuse. Si l'étoile est suffisamment grosse, plus de 10 fois la taille de notre Soleil, elle se transformera probablement en un trou noir. Sinon, elle se transforme en une étoile à neutrons. Il s'agit en fait d'un noyau géant, c'est-à-dire la partie centrale d'un atome. Ces étoiles sont principalement composées de neutrons et leur taille dépasse rarement les 30 km de diamètre. À titre de comparaison, notre Soleil mesure près de 1,4 million de kilomètres de diamètre, soit 109 Terres mises côte à côte. Mais ne te laisse pas impressionner par cette taille relativement minuscule. Toute étoile à neutrons est au moins 1,5 fois plus lourde que notre Soleil et possède un champ magnétique très intense. Si tu devais prélever une seule cuillère à café de l'intérieur de cette étoile, cette matière pèserait plus d'1 milliard de tonnes. Cette densité est tellement forte que les étoiles à neutrons font partie des objets les plus énormes connus. Le prochain arrêt est un trou noir. Lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent, elles en créent le plus souvent une nouvelle, beaucoup plus lourde. En quelques millisecondes ou même en moins, cette étoile s'effondre en un trou noir. Mais les astronomes qui ont examiné le flash de lumière enregistré en Mars pensent qu'il pourrait y avoir une autre issue. Ils sont presque sûrs d'avoir vu quelque chose de jamais observé auparavant, la naissance d'un magnétar. C'est une forme rare d'étoile à neutrons avec un champ magnétique ultra fort. Il est 1000 billions de fois plus fort que celui de notre planète. Ce champ est également si puissant qu'il chauffe la surface de l'étoile jusqu'à 10 millions de degrés Celsius. En d'autres termes, les magnétars sont les aimants les plus puissants de l'univers. Leurs champs magnétiques peuvent sérieusement perturber le voisinage. Les atomes qui auraient la malchance de se trouver assez près d'une étoile de ce type seraient étirés en lignes fines comme des crayons. Si tu te retrouvais à plusieurs centaines de kilomètres d'un magnétar, eh bien, franchement, ça finirait mal pour toi. Le champ magnétique perturberait d'abord ta bioélectricité. Cela signifie que tes impulsions nerveuses ne fonctionneraient plus. Même tes molécules changeraient sous l'influence du champ de l'étoile. Au final, tu disparaîtrais presque entièrement. Si un magnétar volait à moins de 160 000 km de notre planète, il effacerait les données de toutes les cartes de crédit du monde. Plus d'1 million de terres peuvent tenir dans notre Soleil. De nouvelles recherches montrent qu'entre 20 et 35% des soleils dévorent leur propre planète, et qu'un quart des systèmes planétaires en orbite autour d'étoiles comme le Soleil ont eu un passé chaotique. La chose même qui donne la vie peut aussi la reprendre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil, et elles le font toutes d'une manière assez consistante. Il est très probable qu'elles soient restées ainsi depuis qu'elles sont apparues dans le paysage, mais ce n'est pas le cas de toutes. Cette existence chaotique signifie qu'un système solaire comptait de nombreuses planètes dans sa litière jusqu'à ce que le Soleil hôte décide de les faire fondre. Notre système solaire est parfaitement disposé pour qu'aucune planète n'interfère avec la gravité des autres. La force gravitationnelle de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre, ce qui signifie que si la Terre se rapprochait de Jupiter, nous ne serions qu'une autre lune pour celle-ci. La planète est si grande que si la Terre faisait la taille d'un raisin, Jupiter équivaudrait à la taille d'un ballon de basket par rapport à elle. Même avec la technologie la plus perfectionnée au monde, il est compliqué de savoir si les étoiles mangent effectivement leur planète. La meilleure façon de l'étudier est d'observer des systèmes binaires. Il s'agit d'un terme scientifique pour désigner un système composé de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. En général, les deux étoiles se sont formées à peu près au même moment, à partir des mêmes gaz et dans les mêmes conditions. Cela signifie qu'elles devraient plus ou moins contenir les mêmes éléments. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu es accueilli par la lumière du soleil qui a parcouru des millions de kilomètres. Plus on s'en approche, plus c'est chaud. Mais les rayons qui voyagent depuis le soleil charrient également certains éléments chimiques qui les rendent uniques. Les atomes associés au soleil sont des matériaux légers comme l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'hélium. On peut aussi y trouver d'autres substances, mais celles-là demeurent les principales. En étudiant ces éléments, on peut connaître l'histoire d'un système solaire avec suffisamment de détails pour déterminer s'il est instable ou plutôt calme. Les scientifiques ont étudié 107 systèmes binaires composés de soleils comme le nôtre en analysant leur lumière. Comme chaque système contient deux soleils, ils les ont comparés et mis en contraste pour voir les différences. Ils ont observé que les étoiles dotées d'une fine couche extérieure présentaient des éléments différents de ceux de leurs compagnonnes. Tous les soleils contiennent des éléments légers, mais certains ont des éléments rocheux comme le fer, le silicium et le titane à proximité. Ces éléments sont associés au terrain accidenté que l'on trouve sur une surface, mais ils se trouvent là, flottants au milieu de l'espace.
La couche externe la plus fine est particulièrement riche en fer par rapport aux autres couches. De nombreuses étoiles sont jumelles à la naissance, mais la plupart des étoiles de la Voie lactée ont une compagnonne dans un système binaire. Cela signifie que notre Soleil est assez unique pour ne pas avoir de partenaire. Mais certaines théories suggèrent que le Soleil a peut-être perdu son jumeau dans le passé. Il se trouve à environ 184 années-lumière et s'appelle HD 186302. Ce pourrait être notre bonne étoile. Les nuages moléculaires sont le lieu de naissance de milliers d'étoiles. Ils sont constitués de gaz et de poussière qui s'effondrent progressivement sous leur propre poids. Notre Soleil a peut-être commencé de cette façon il y a 4,6 milliards d'années. Et lorsqu'elles sont suffisamment matures, elles sortent au grand jour, généralement avec leurs compagnons de voyage. En fait, les scientifiques affirment que jusqu'à 85% de toutes les étoiles pourraient être en paires binaires, ou avoir encore davantage de potes, mais plus de 50% sont des paires binaires. Le seul problème est que nous ne pouvons pas vraiment le voir puisqu'il s'est écarté de son orbite originale il y a une éternité. Mais on peut en trouver des traces dans le nuage de Oort. Il s'agit d'un vaste amas spatial composé de comètes, de roches spatiales et de glace situé aux confins de la zone d'influence de notre Soleil. Ces objets flottent beaucoup puisqu'ils sont loin de la gravité du Soleil et peuvent facilement être éjectés de leur orbite dans l'espace. Voler à travers un tel espace n'est pas différent de voler à travers n'importe quel vide spatial. La raison pour laquelle certains de ces éléments légers se trouvant dans l'espace contiennent des éléments rocheux que l'on trouverait à la surface d'une planète est que le Soleil les a fait sortir de leur orbite et les a dévorés quand ils se rapprochaient. Cela se produit également lorsqu'une étoile devient trop grosse et commence à manger tout ce qui l'entoure. Selon les scientifiques, si une étoile mange une planète, cela peut la rendre instable et la faire tourner si vite qu'elle finit par se déchirer. Mais pas de panique, il y a très peu de chances que le Soleil dévore notre planète dans un avenir proche. Les étoiles se forment lorsqu'un énorme nuage d'hydrogène et d'hélium croît jusqu'à s'effondrer sous son propre poids. La pression augmente et atteint des niveaux de chaleur extrêmes que nous ne pouvons même pas mesurer. Les atomes d'hydrogène finissent par perdre leurs électrons, ce qui provoque la fusion de l'hydrogène et la libération d'énergie, contrant ainsi l'effondrement par gravité. Mais lorsque la force gravitationnelle l'emporte sur la fusion de l'hydrogène, l'étoile commence à se dilater et devient une géante rouge. Puis, après environ 1 milliard d'années, l'hydrogène du noyau externe disparaît, laissant une grande quantité d'hélium qui fusionne avec les autres éléments présents. Et une fois que tout l'hélium aura disparu, la gravité réduira la géante rouge à l'état de naine blanche. Et lorsqu'elle a totalement disparu, les restes de l'étoile libèrent des tonnes de gaz et de poussière dans l'espace. Les scientifiques affirment que notre Soleil a encore entre 7 et 8 milliards d'années avant d'atteindre ce stade. Mais même si cela devenait une réalité, cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Il faut des millions d'années pour qu'une telle chose se produise. Mais que se passerait-il si le Soleil décidait de nous dévorer du jour au lendemain à l'heure où nous parlons ? La planète commencerait à se réchauffer en quelques secondes. Chaque légère variation de degré peut entraîner des événements catastrophiques. Les calottes glaciaires peuvent fondre en quelques secondes et inonder les terres côtières. Même les petites îles des régions reculées du monde seraient submergées. Et comme il ferait plus chaud, toutes les régions enneigées fondraient instantanément et évolueraient vers un climat désertique. Certains endroits brûleraient et des objets quotidiens fondraient sur place. L'intérieur de la Terre se réchaufferait également, ce qui entraînerait des éruptions volcaniques dans le monde entier. L'Antarctique fondrait sous l'effet de la chaleur et les volcans entreraient en éruption. Et en quelques minutes, la planète entière se transformerait en une boule de feu et de cendres avant d'exploser en petits morceaux flottant dans l'espace, atteignant des régions dont nous n'avons même jamais entendu parler. Mais ne t'inquiète pas, une telle chose n'arrivera pas vraiment. Si le Soleil interrompt notre rotation, les résultats seront différents. Il fera également chaud, car le champ magnétique qui nous entoure nous protège des radiations du Soleil. Et si nous nous trouvons déréglés, le champ magnétique le sera également, et la chaleur extrême du Soleil nous fera bouillir. La force gravitationnelle deviendra instable, donc la physique de notre vie quotidienne sera un chaos total. Il faudra attendre 5 milliards d'années pour que le Soleil devienne une géante rouge. Sa taille augmentera et il finira par dévorer Mercure et Vénus. Il y a de fortes chances que la Terre soit également au menu. Si la Terre devait se rapprocher du Soleil de seulement 1 500 000 km, elle deviendrait inhabitable. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est seulement 4 fois la distance entre la Lune et la Terre. La détection de la composition chimique des rayons solaires dans des systèmes plus éloignés pourrait aider les scientifiques à trouver d'autres planètes semblables à la Terre.
Comme l'atmosphère autour de ces étoiles dévoreuses de planètes modifie cette composition chimique, nous pouvons détecter les systèmes solaires qui ont eu un passé calme. La principale chose que nous devons observer est si les planètes ont un cycle orbital sain. Si rien d'autre ne s'y oppose, nous pouvons supposer que la planète pourrait suivre les mêmes étapes que la Terre qui ont permis l'avènement de l'espèce humaine. Mais ce processus prendra des siècles, car il existe des millions d'étoiles proches, similaires à notre Soleil. À ce rythme, les chances de trouver une planète semblable à la nôtre sont quasi inexistantes. Mais si c'est le cas, alors il pourrait y avoir de la vie sur ces planètes. Il n'y aura aucun moyen de savoir si c'est une vie intelligente, mais elle pourrait avoir connu le même destin évolutif que nous. Imagine une planète errante, un vagabond cosmique que personne ne voudrait raccompagner à la maison. En gros, une planète errante a déjà été éjectée de son propre système stellaire et flotte désormais sans but dans l'espace, comme un cow-boy solitaire cosmique. Ces planètes ne sont pas purement théoriques, elles existent et les scientifiques en ont même détecté dans notre galaxie. En fait, les estimations suggèrent qu'il pourrait y avoir beaucoup de ces cosmonomades flottant autour de la Voie lactée. Et ce ne sont pas seulement de petits univers rocailleux comme la Terre. Certains d'entre eux sont des géantes gazeuses massives, plusieurs fois plus grandes que Jupiter. Ces mastodontes pourraient potentiellement avoir leur propre lune et même leur propre mini-système en orbite autour d'eux. Par exemple, l'une des planètes errantes les plus célèbres que nous connaissons porte un nom compliqué. Tiens, tu le lis toi-même. Elle est située à environ 80 années-lumière de la Terre et elle a été découverte en 2013. Sa masse est estimée à environ 6 fois celle de Jupiter et elle serait âgée d'environ 12 millions d'années. Et oui, ce n'est pas parce que ces solitaires cosmiques n'ont pas d'étoiles qu'ils sont méga froids. Ils peuvent encore générer de la chaleur et de la lumière à partir de leurs propres procédés internes. Certains peuvent même avoir des champs magnétiques et des aurores, tout comme la Terre. En d'autres termes, les planètes errantes pourraient potentiellement être habitables si elles réunissaient les bonnes conditions. Alors, à quoi ressemblerait la vie sur une telle planète? Et pourrions-nous éventuellement vivre dans un tel monde? Eh bien, exister sur une planète errante peut être une existence très solitaire. Il n'y a pas de soleil pour se prélasser, pas d'atmosphère douillette pour se blottir et pas de voisins cosmiques avec qui faire un barbecue. Ouch! C'est pourquoi il faut faire preuve de créativité. Commençons par le problème le plus évident. Il sera difficile de se passer de lumière et de chaleur. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? Eh bien, nous devrions probablement investir dans des chauffages spatiaux très sophistiqués et porter des combinaisons spatiales dernier cri et super chaudes. Nous pourrions aussi inventer une toute nouvelle façon de produire de l'électricité sans dépendre de l'énergie solaire. Par exemple, pourquoi ne pas utiliser l'énergie géothermique? Ça, c'est du sérieux. Chaque planète possède une source de chaleur interne. Sans elle, elle ne serait que des roches froides et sans vie flottant dans l'espace. Cette source de chaleur pourrait être exploitée et utilisée pour tout alimenter, des maisons aux usines en passant par les vaisseaux spatiaux. C'est comme si tu avais un jacuzzi assez grand pour alimenter une ville entière. Et cette ville sera très assurément située sous terre, au plus près de la source de chaleur. Concernant la lumière, il nous faudrait probablement fabriquer des lampes de poche ultra puissantes. Ou peut-être même apprendre à créer génétiquement des organismes bioluminescents pour éclairer nos maisons. Imagine des bases spatiales envahies de champignons et de plantes fluorescentes. D'ailleurs, en parlant de plantes, la présence de végétaux serait assez difficile à obtenir sans étoiles. Alors, que mangerions-nous ? Eh bien, nous pourrions utiliser les mêmes sources géothermiques dont nous avons parlé, ou certaines réactions chimiques pour subvenir à nos besoins. Et peut-être que nous développerions un goût pour les aliments riches en soufre ou que nous commencerions à fermenter nos propres boissons à partir de la boue volcanique bouillante. Miam! Mais outre la nourriture, nous avons un problème plus important. Vivre sur une planète errante serait à couper le souffle, littéralement, car nous n'aurions pas d'air. Tu vois, toutes les planètes errantes n'ont pas une atmosphère viable et stable. Tout dépend de leur taille, de leur composition et d'autres facteurs. Mais même si notre nouvelle maison avait une atmosphère, elle pourrait être incroyablement fine et précaire. Nous n'aurions pas de joli ciel bleu ou de coucher de soleil spectaculaire à admirer. Au lieu de cela, nous regarderions dans le vide infini de l'espace où les étoiles seraient plus brillantes que jamais. Et oublie les phénomènes météorologiques. Sans atmosphère pour les créer, nous n'aurions ni pluie, ni neige, ni orage. Et ce ne sont là que les plus mineurs des problèmes. Le pire, c'est que la température de la planète fluctuerait énormément, passant d'une chaleur insoutenable à un froid insupportable.
Ce serait comme vivre dans un four que l'on allumerait et éteindrait en permanence. Et enfin, nous serions exposés à toutes sortes de débris spatiaux et de radiations cosmiques. Alors, si tu ne veux pas te transformer en chips, tu devrais investir dans une excellente protection solaire. Mais comment pouvons-nous résoudre ce problème ? Il faudrait trouver un moyen de produire notre propre oxygène et probablement créer quelque chose comme une biosphère de l'air spatial. Par exemple, nous pourrions faire pousser des plantes capables de générer de l'oxygène, ou nous pourrions apprendre à filtrer l'air comme le ferait un purificateur de haute technologie. Enfin, il nous reste le dernier problème le plus important, trouver de l'eau. Et c'est là que les océans sous-marins nous viennent en aide. Là, nous plongeons vraiment au cœur des possibles. Mais sérieusement, les scientifiques suggèrent que certaines de ces planètes pourraient effectivement posséder des océans sous-marins. Ce serait comme vivre sur un ballon d'eau géant qui aurait été enfoui sous terre avec un sol sous tes pieds fait de glace et de roches. En d'autres termes, nous pourrions tout simplement puiser dans ces océans souterrains. Ils pourraient nous fournir une source d'eau pour la boisson, l'agriculture et la fabrication. Peut-être même d'autres ressources et matériaux que nous n'avons jamais vus auparavant. Et à propos, qui sait quelles créatures étranges pourraient se cacher dans ces mers souterraines ? Mais rassure-toi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Même si nous n'avons pas d'oasis souterraine, il existe encore d'autres options. Nous pourrions obtenir de l'eau des comètes, de l'extraction de glace et même de l'atmosphère, celle que nous venons de créer tout à l'heure. Enfin, nous devons trouver et extraire des ressources pour construire nos maisons et d'autres choses. Et une planète errante n'a pas forcément le même type de ressources que celle en orbite autour d'une étoile. C'est comme essayer de trouver des trésors dans un désert. Ce n'est pas vraiment gagné d'avance. Il se peut que nous devions compter sur les ressources des astéroïdes proches et d'autres choses de ce genre. Et si nous voulons extraire des ressources de la planète elle-même, nous devrons peut-être percer des kilomètres de glace et de roches. Mais si tu es prêt à relever le défi, il y a toujours une chance que tu fasses fortune sur une planète errante. Et qui sait, peut-être découvriras-tu de nouvelles ressources encore plus précieuses que l'or ou les diamants. Super! On dirait que nous avons résolu les problèmes les plus importants. Il pourrait y avoir encore d'autres petites difficultés. Par exemple, nous devrions également faire face à des jours et des nuits très longs en fonction de la vitesse de rotation de notre planète. Et nous n'aurions pas un cycle jour-nuit normal et régulier. La rotation de notre planète pourrait être totalement imprévisible. Peut-être aurions-nous des semaines de nuit suivies de semaines de jours, ce qui pourrait vraiment perturber nos horaires de sommeil. Nous devrions peut-être mettre au point un café particulièrement fort pour tenir le coup pendant ces longues et sombres nuits. Mais théoriquement, nous pouvons nous adapter à toutes ces choses et surmonter tous les défis. Et enfin, bienvenue sur la planète errante, là où le soleil ne se lève jamais, mais où les aventures ne s'arrêtent jamais non plus. Grâce à notre technologie avancée, nous avons réussi à créer un environnement confortable et habitable dans ce monde autrefois stérile. Le ciel au-dessus de nous est maintenant d'une belle nuance de bleu, rempli de nuages blancs duveteux et d'un troupeau occasionnel de créatures volantes. Que demander de plus ? Lorsque nous nous aventurons hors de nos habitats souterrains, nous sommes accueillis par un monde plein de surprises. Des plantes et des animaux étranges se sont adaptés aux conditions uniques de cette planète, certains ayant des caractéristiques bioluminescentes qui brillent dans l'obscurité. Et fais attention si tu veux aller nager dans les océans souterrains. Ils pourraient abriter des créatures bizarres qui veulent se régaler de... tu vois ce que je veux dire, non ? Peut-être. Comme tu peux le constater, nous avons créé des villes tentaculaires et des communautés prospères, alimentées par l'énergie géothermique de la planète. Nous avons également créé un tas de sources de lumière artificielle qui éclairent les nuits sombres et froides. Bien sûr, nous avons encore quelques problèmes de guidage et de mesure du temps. Mais les choses ne sont pas aussi ennuyeuses qu'avant, n'est-ce pas ? Dans l'ensemble, vivre sur une planète errante aurait certainement ses défis. Mais cela pourrait être aussi une façon assez excitante de découvrir l'univers. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous trouverons une telle planète et la transformerons en une métropole intergalactique animée. Mais d'ici là, profitons de notre chère Terre et protégeons-la. Tu ne vois pas ? En fait, notre Soleil contient absolument toutes les ondes du spectre lumineux. Il est à la fois rouge, bleu, vert, jaune, et j'en passe. D'après toi, d'où viennent les arcs-en-ciel ? Lorsque la lumière du Soleil se reflète sur des gouttelettes d'eau dans l'air, elle se divise en un ensemble d'ondes colorées que nous pouvons voir individuellement. Et lorsqu'elles sont toutes réunies, nous percevons un rayon de lumière blanche. Nos yeux sont incapables de saisir le concept de toutes les couleurs en même temps. C'est pourquoi leur combinaison nous semble blanche. Attends, me dis-tu, mais pourquoi le blanc ? Le soleil n'est-il pas jaune ?
Oui, il est jaune aussi, mais s'il te plaît, ne le fixe surtout pas pour le vérifier. Il apparaît bien blanc lorsque nous l'observons depuis la Station spatiale internationale. C'est la couleur réelle du Soleil, telle que nos yeux l'aperçoivent. Il prend une teinte jaunâtre lorsque ses rayons sont dispersés dans l'atmosphère terrestre. Notre atmosphère ne laisse pas bien passer les rayons bleus du spectre. Mais les rouges, bien sûr. Et pourquoi pas? C'est d'ailleurs pour cela que le ciel nous paraît bleu. L'atmosphère disperse cette teinte un peu partout. Au lever et au coucher du soleil, les courtes ondes bleues sont réfléchies, mais les longues ondes rouges nous parviennent parfaitement. C'est pourquoi nous voyons les couchers de soleil rose, orange ou rouge. Mais que se passerait-il si le soleil avait une autre couleur? Pour répondre à cette question, répétons rapidement ce que nous avons appris. Premièrement, le soleil contient tout le spectre des couleurs. Deuxièmement, notre atmosphère est du genre rayon bleu, nope, rayon rouge, quand tu veux. Tu as donc probablement déjà deviné ce qui se passerait si le soleil était, disons, rouge. Le monde entier ressemblerait à ce qu'il est lors des couchers de soleil. Pas mal, non? Nous n'aurions même pas besoin d'attendre le soir pour admirer le ciel écarlate. De l'eau orange et une lune rouge vif, oui, ce serait moins lumineux que ce à quoi nous sommes habitués, mais ce serait quand même pas mal. D'ailleurs, un jour, le soleil deviendra vraiment rouge. À la fin de sa vie, il se dilatera et se transformera progressivement en géante rouge avant de s'éteindre. Mais, ce ne sera pas très amusant pour nous, alors. Espérons que nous ne serons plus là pour voir ce moment. Je sais que moi, en tout cas, je ne serai pas là. J'ai une fête à laquelle je dois absolument aller. Et si le soleil était vert? La vérité, c'est que le soleil est vert. Oh, je sais, je t'entends d'ici. Attends, tu te moques de moi? Tu ne viens pas de dire qu'il était blanc? Bonne remarque, d'ailleurs. Pas exactement, mon pote. Le soleil a juste l'air d'être blanc. Mais techniquement, sa température est d'environ 5500 C, et la longueur d'onde maximale du spectre du soleil correspond à la teinte vert-bleu. Mais pour s'assurer que le soleil est bien vert, il faut occulter le reste du spectre visible. Notre atmosphère laissera alors passer une couleur verte pure. Que se passera-t-il alors? Tout sera vert, et tout deviendra aussi un peu plus sombre. Avoue que ce n'est pas si facile d'être vert. Bon, passons à autre chose. Maintenant, peignons le soleil en bleu. Les étoiles bleues existent réellement. On les appelle les géantes bleues. Heureusement, notre soleil n'en fait pas partie. Pourquoi heureusement? Parce que si c'était une géante bleue, ce serait une étoile jeune, belle, incroyablement grande et très, très chaude. La logique, le rouge est chaud, le bleu est froid, ne s'applique pas aux étoiles. Les étoiles les plus chaudes sont blanches et bleues, et les plus froides sont jaunes et rouges. En fait, notre soleil est très froid comparé à d'autres étoiles. Prends la température moyenne de ta ville et multiplie-la par des centaines de milliers. Oui, nous sommes aux prises avec le réchauffement climatique. Mais l'embrasement de la planète? Non. Merci, on va éviter. Quoi qu'il en soit, imaginons que le soleil devienne bleu. Comment verrions-nous le monde? Étonnamment, rien ne changerait. Tu te souviens que j'ai dit que l'atmosphère diffuse la lumière bleue? C'est pourquoi, dans ce cas, tout resterait pratiquement inchangé. Le ciel deviendrait peut-être plus bleu, mais nous ne verrions pas de grande différence. Enfin, l'option la plus sombre, sans jeu de mots. Et si notre soleil devenait noir? Fais des réserves de lampes et de bougies, car il n'y aura plus de lumière. Partout dans le monde, les gens utilisent l'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous ne pouvons plus non plus voir la Lune. Après tout, si nous pouvons l'observer aujourd'hui, c'est uniquement parce que les rayons du soleil se reflètent sur elle. Il ne nous reste donc plus que les étoiles pour éclairer nos nuits. Mais elles ne nous sont pas d'un grand secours. Heureusement, ce scénario est totalement irréaliste et il n'y a pas d'étoiles noires, n'est-ce pas? Eh bien, non, il n'y a pas d'étoiles noires. Et pourtant, notre soleil finira un jour par devenir complètement noir. Et je ne parle pas d'un trou noir, je parle ici de naines noires. Tu as probablement entendu parler des naines blanches, peut-être même de 7 nains, hihihi. Lorsqu'une étoile comme notre soleil est sur le point de finir sa vie, elle se dilate et se transforme en géante rouge. Puis, perdant progressivement ses couches supérieures, elle se transforme en naine blanche. Ne produisant plus de combustible, elles se refroidissent lentement. Il ne reste plus qu'un petit noyau qui vit sa vie et brûle de 1000 feux. Et lorsque l'étoile se refroidit complètement, eh bien, oui, c'est vrai, elle se transforme en naine noire. Mais tu n'en as probablement jamais entendu parler. Pourquoi? Parce que, surprise, elle n'existe pas. Et non, je n'ai pas menti. Le fait est qu'une étoile a besoin d'environ 1 quadrillion d'années pour se transformer en naine noire. Et notre univers est encore un bébé. Il n'a qu'environ 14 milliards d'années. Aucune étoile n'a donc encore atteint ce stade.
Même les plus anciennes émettent encore un peu de lumière. C'est pourquoi les étoiles noires ne sont qu'une théorie. Et il est peu probable que nous puissions un jour en voir un jour une. Mais souviens-toi du célèbre dicton « Les étoiles que nous voyons la nuit sont déjà des fantômes car leur lumière ne nous parvient que maintenant ». C'est un mythe. Elles sont toutes encore vivantes. Et c'est tant mieux. Pourquoi est-ce que je te raconte tout cela ? Imaginons que notre soleil se transforme en naine noire. Tout le système solaire serait immédiatement plongé dans l'obscurité absolue. Il ferait également très froid. La Lune quitterait son orbite et s'écraserait sur la Terre. Attends une minute. Oublions ce moment et supposons que nous sommes encore en vie. Heureusement, nous ne gèlerions pas instantanément, comme tu pourrais le penser. Le noyau de la Terre a sa propre température, plus de 5000 C. Mais les températures à la surface de la planète chuteraient tout de même immédiatement à 0 DGC. Le noyau se refroidit progressivement. Tous les 2 mois, sa température serait multipliée par 2. En seulement 2 mois, la température à la surface de la Terre serait de 123 degrés C. Et 1 an, elle atteindrait 270 degrés C. La plupart des plantes disparaîtraient rapidement, non pas à cause du froid, mais de l'absence de photosynthèse. D'autres vivraient un peu plus longtemps grâce à l'oxygène encore présent dans l'atmosphère. Et curieusement, les arbres survivraient très longtemps. Ils ont un métabolisme lent et puisant du sucre dans le sol. La couche supérieure des océans gèlerait assez rapidement. Heureusement, cette épaisse croûte de glace isolerait les eaux profondes, de sorte que l'océan tout entier ne gèlerait pas avant un certain temps. Les créatures marines se porteraient plutôt bien. Elles existaient bien avant nous et sont déjà habituées aux changements de température extrêmes, au manque d'oxygène et de nourriture, aux pressions énormes et aux autres joies de la vie en eau profonde. Et nous, les humains ? Tout d'abord, nous commencerions à tomber malades. Sans vitamine D, les gens seraient confrontés à un grand nombre de problèmes de santé. Par ailleurs, notre corps a besoin de la lumière du soleil pour produire de la mélatonine. Cette mélatonine nous aide à comprendre quand nous devons nous coucher et nous réveiller. Si les gens n'avaient pas cette hormone, leur corps deviendrait très perturbé et ne comprendrait pas s'il a besoin de dormir ou non. Cela signifierait des insomnies pour de nombreuses personnes. Mais nous pourrions quand même survivre. Nous aurions 2 options. Construire des sous-marins géants et descendre dans les profondeurs de l'océan, plus près du noyau de la Terre. Ou rester à la surface et vivre notre vie dans un endroit où nous aurions des sources d'énergie géothermique. En Islande, par exemple. Nous pourrions aussi nous installer près des volcans, dont la chaleur suffirait à nous réchauffer pendant longtemps. Notre vision s'adapterait à l'obscurité. Mais à un moment donné, elle atteindrait son maximum. Il faudrait donc s'habituer à vivre dans le noir complet. Mais qui sait ? Peut-être que nous nous adapterions aussi à cette vie. Quelle option préférais-tu ? Vivre au fond de l'océan dans un sous-marin ou à la surface près des volcans ? Plus d'1 million de terres peuvent tenir dans notre Soleil. De nouvelles recherches montrent qu'entre 20 et 35% des soleils dévorent leur propre planète et qu'un quart des systèmes planétaires en orbite autour d'étoiles comme le Soleil ont eu un passé chaotique. La chose même qui donne la vie peut aussi la reprendre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil et elles le font toutes d'une manière assez consistante. Il est très probable qu'elles soient restées ainsi depuis qu'elles sont apparues dans le paysage, mais ce n'est pas le cas de toutes. Cette existence chaotique signifie qu'un système solaire comptait de nombreuses planètes dans sa litière jusqu'à ce que le Soleil hôte décide de les faire fondre. Notre système solaire est parfaitement disposé pour qu'aucune planète n'interfère avec la gravité des autres. La force gravitationnelle de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre, ce qui signifie que si la Terre se rapprochait de Jupiter, nous ne serions qu'une autre lune pour celle-ci. La planète est si grande que si la Terre faisait la taille d'un raisin, Jupiter équivaudrait à la taille d'un ballon de basket par rapport à elle. Même avec la technologie la plus perfectionnée au monde, il est compliqué de savoir si les étoiles mangent effectivement leur planète. La meilleure façon de l'étudier est d'observer des systèmes binaires. Il s'agit d'un terme scientifique pour désigner un système composé de 2 étoiles en orbite l'une autour de l'autre. En général, les 2 étoiles se sont formées à peu près au même moment, à partir des mêmes gaz et dans les mêmes conditions. Cela signifie qu'elles devraient plus ou moins contenir les mêmes éléments. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu es accueilli par la lumière du soleil qui a parcouru des millions de kilomètres. Plus on s'en approche, plus c'est chaud. Mais les rayons qui voyagent depuis le soleil charrient également certains éléments chimiques qui les rendent uniques. Les atomes associés au soleil sont des matériaux légers comme l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'hélium. On peut aussi y trouver d'autres substances, mais celles-là demeurent les principales.
En étudiant ces éléments, on peut connaître l'histoire d'un système solaire avec suffisamment de détails pour déterminer s'il est instable ou plutôt calme. Les scientifiques ont étudié 107 systèmes binaires composés de soleils comme le nôtre en analysant leur lumière. Comme chaque système contient 2 soleils, ils les ont comparés et mis en contraste pour voir les différences. Ils ont observé que les étoiles dotées d'une fine couche extérieure présentaient des éléments différents de ceux de leurs compagnonnes. Tous les soleils contiennent des éléments légers, mais certains ont des éléments rocheux comme le fer, le silicium et le titane à proximité. Ces éléments sont associés au terrain accidenté que l'on trouve sur une surface, mais ils se trouvent là, flottant au milieu de l'espace. La couche externe la plus fine est particulièrement riche en fer par rapport aux autres couches. De nombreuses étoiles sont jumelles à la naissance, mais la plupart des étoiles de la Voie lactée ont une compagnonne dans un système binaire. Cela signifie que notre Soleil est assez unique pour ne pas avoir de partenaire. Mais certaines théories suggèrent que le Soleil a peut-être perdu son jumeau dans le passé. Il se trouve à environ 184 années-lumière et s'appelle HD 186302. Ce pourrait être notre bonne étoile. Les nuages moléculaires sont le lieu de naissance de milliers d'étoiles. Ils sont constitués de gaz et de poussière qui s'effondrent progressivement sous leur propre poids. Notre Soleil a peut-être commencé de cette façon il y a 4,6 milliards d'années. Et lorsqu'elles sont suffisamment matures, elles sortent au grand jour, généralement avec leurs compagnons de voyage. En fait, les scientifiques affirment que jusqu'à 85% de toutes les étoiles pourraient être en paires binaires, ou avoir encore davantage de potes, mais plus de 50% sont des paires binaires. Le seul problème est que nous ne pouvons pas vraiment le voir puisqu'il s'est écarté de son orbite originale il y a une éternité. Mais on peut en trouver des traces dans le nuage de Oort. Il s'agit d'un vaste amas spatial composé de comètes, de roches spatiales et de glace situés aux confins de la zone d'influence de notre Soleil. Ces objets flottent beaucoup puisqu'ils sont loin de la gravité du Soleil et peuvent facilement être éjectés de leur orbite dans l'espace. Voler à travers un tel espace n'est pas différent de voler à travers n'importe quel vide spatial. La raison pour laquelle certains de ces éléments légers se trouvant dans l'espace contiennent des éléments rocheux que l'on trouverait à la surface d'une planète est que le Soleil les a fait sortir de leur orbite et les a dévorés quand ils se rapprochaient. Cela se produit également lorsqu'une étoile devient trop grosse et commence à manger tout ce qui l'entoure. Selon les scientifiques, si une étoile mange une planète, cela peut la rendre instable et la faire tourner si vite qu'elle finit par se déchirer. Mais pas de panique, il y a très peu de chances que le Soleil dévore notre planète dans un avenir proche. Les étoiles se forment lorsqu'un énorme nuage d'hydrogène et d'hélium croît jusqu'à s'effondrer sous son propre poids. La pression augmente et atteint des niveaux de chaleur extrêmes que nous ne pouvons même pas mesurer. Les atomes d'hydrogène finissent par perdre leurs électrons, ce qui provoque la fusion de l'hydrogène et la libération d'énergie, contrant ainsi l'effondrement par gravité. Mais lorsque la force gravitationnelle l'emporte sur la fusion de l'hydrogène, l'étoile commence à se dilater et devient une géante rouge. Puis, après environ 1 milliard d'années, l'hydrogène du noyau externe disparaît, laissant une grande quantité d'hélium qui fusionne avec les autres éléments présents. Et une fois que tout l'hélium aura disparu, la gravité réduira la géante rouge à l'état de naine blanche. Et lorsqu'elle a totalement disparu, les restes de l'étoile libèrent des tonnes de gaz et de poussière dans l'espace. Les scientifiques affirment que notre Soleil a encore entre 7 et 8 milliards d'années avant d'atteindre ce stade. Mais même si cela devenait une réalité, cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Il faut des millions d'années pour qu'une telle chose se produise. Mais que se passerait-il si le Soleil décidait de nous dévorer du jour au lendemain à l'heure où nous parlons ? La planète commencerait à se réchauffer en quelques secondes. Chaque légère variation de degré peut entraîner des événements catastrophiques. Les calottes glaciaires peuvent fondre en quelques secondes et inonder les terres côtières. Même les petites îles des régions reculées du monde seraient submergées. Et comme il ferait plus chaud, toutes les régions enneigées fondraient instantanément et évolueraient vers un climat désertique. Certains endroits brûleraient et des objets quotidiens fondraient sur place. L'intérieur de la Terre se réchaufferait également, ce qui entraînerait des éruptions volcaniques dans le monde entier. L'Antarctique fondrait sous l'effet de la chaleur et les volcans entreraient en éruption. Et en quelques minutes, la planète entière se transformerait en une boule de feu et de cendres avant d'exploser en petits morceaux flottant dans l'espace, atteignant des régions dont nous n'avons même jamais entendu parler. Mais ne t'inquiète pas, une telle chose n'arrivera pas vraiment. Si le Soleil interrompt notre rotation, les résultats seront différents. Il fera également chaud, car le champ magnétique qui nous entoure nous protège des radiations du Soleil.
Et si nous nous trouvons déréglés, le champ magnétique le sera également, et la chaleur extrême du Soleil nous fera bouillir. La force gravitationnelle deviendra instable, donc la physique de notre vie quotidienne sera un chaos total. Il faudra attendre 5 milliards d'années pour que le Soleil devienne une géante rouge. Sa taille augmentera et il finira par dévorer Mercure et Vénus. Il y a de fortes chances que la Terre soit également au menu. Si la Terre devait se rapprocher du Soleil de seulement 1 500 000 km, elle deviendrait inhabitable. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est seulement 4 fois la distance entre la Lune et la Terre. La détection de la composition chimique des rayons solaires dans des systèmes plus éloignés pourrait aider les scientifiques à trouver d'autres planètes semblables à la Terre. Comme l'atmosphère autour de ces étoiles dévoreuses de planètes modifie cette composition chimique, nous pouvons détecter les systèmes solaires qui ont eu un passé calme. La principale chose que nous devons observer est si les planètes ont un cycle orbital sain. Si rien d'autre ne s'y oppose, nous pouvons supposer que la planète pourrait suivre les mêmes étapes que la Terre qui ont permis l'avènement de l'espèce humaine. Mais ce processus prendra des siècles, car il existe des millions d'étoiles proches, similaires à notre Soleil. À ce rythme, les chances de trouver une planète semblable à la nôtre sont quasi inexistantes. Mais si c'est le cas, alors il pourrait y avoir de la vie sur ces planètes. Il n'y aura aucun moyen de savoir si c'est une vie intelligente, mais elle pourrait avoir connu le même destin évolutif que nous. Savais-tu qu'il existe un objet astronomique dans lequel l'espace et le temps échangent leur place ? Mais comment ça fonctionne ? Et que signifie exactement échanger l'espace et le temps ? Essayons de comprendre. Imagine que tu es dans un vaisseau spatial qui ne peut que se déplacer qu'en ligne droite. Ta trajectoire mène à un point inévitable, et tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu peux seulement espérer que ce ne sera pas trop grave. Pendant ce temps, tout ce qui t'entoure n'est que pure folie. Un assemblage chaotique d'événements historiques. Qu'est-ce que tu vois ? D'anciens humains et dinosaures ? La naissance de l'univers ? Le futur ? Qui sait ? C'est à ça que ressemblerait l'univers si on échangeait le temps et l'espace. Et, en théorie, c'est ce que tu verrais si tu tombais dans un trou noir et que tu parvenais à survivre. Mais comment une telle chose est-elle possible ? Tout d'abord, parlons du temps et de l'espace. Imagine que tu dessines une ampoule électrique sur une feuille de papier. Puis tu prends une autre feuille et tu dessines la façon dont elle s'est allumée. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit cercle de lumière. Une autre feuille, le cercle de lumière s'agrandit. Il devient de plus en plus grand jusqu'à ce que, finalement, il se transforme en un énorme cercle. Dans la réalité, l'ampoule s'allume en un clin d'œil, parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que l'univers. Mais ici, sur nos dessins, on a capturé la propagation de la lumière image par image. On voit comment, au fil du temps, la lumière est passée d'un petit point à un grand cercle. Mais si tu empiles ces cercles, ça ne te rappelle pas une certaine forme ? Par exemple, un cône ? Exactement. On appelle ça un cône de lumière. Et le temps est l'axe central de ce cône. Pourquoi ? Parce que la lumière se transforme d'un petit point en un grand cercle au fil du temps. Pour s'en souvenir, dessinons un vecteur temps, une flèche à l'intérieur du cône. Elle va du passé vers le futur. Pendant ce temps, les cercles représentent l'espace. Dans l'espace, on peut se déplacer comme on veut, dans n'importe quelle direction, vers le haut ou vers le bas, en zigzag et ainsi de suite. Mais peu importe les zigzags qu'on dessine, on avance toujours le long de la ligne de temps. On ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas arrêter le temps. Cela nous aide à définir le temps et l'espace. Le temps est la direction dans laquelle le cône de lumière est orienté. C'est la direction où tous nos chemins mènent et où se trouve inévitablement notre avenir. Et l'espace est toute la variété de directions perpendiculaires à la ligne de temps. Ce graphique est très simple. S'il pouvait être appliqué à l'univers entier, alors le temps s'écoulerait de la même façon partout. Cependant, si tu as vu au moins quelques films de science-fiction populaires, tu sais que ce n'est pas le cas. En réalité, le temps peut s'emballer. Par exemple, si tu te détends près d'un trou noir, ce qui ne sera que 2 heures pour toi peut s'avérer être 20 ans pour ton ami resté sur Terre. Mais pourquoi ? Prends une grande respiration. Maintenant, la gravité entre en jeu. Tu t'es dit sans doute que c'est simplement cette force qui nous aide à tenir sur le sol. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La gravité est l'une des forces physiques de base de notre monde. Et elle est incroyablement puissante. Elle est même tellement puissante qu'elle peut déformer l'espace et le temps. Elle peut littéralement influencer la vitesse du temps comme un sorcier tout-puissant. Comment ?
Pour le comprendre, prenons quelque chose de légèrement plus gros qu'une ampoule, par exemple une supernova. Quelque part dans l'univers, une étoile vient d'exploser. Comment le sait-on ? Rien dans l'univers, aucun son, aucune onde radio, rien ne voyage plus vite que la lumière. Donc on ne prend conscience de la naissance d'une supernova que lorsqu'on la voit. Et cela n'arrive que lorsque son cône de lumière grandit suffisamment et atteint notre planète. Donc le cône de lumière grandit et grandit. Jusqu'à présent, tout va bien. Et finalement, il atteint notre planète. Mais il y a un hic. Notre planète est massive. Très massive. Et elle a une gravité assez forte. Alors que se passe-t-il ? La gravité change la direction du cône de lumière. Elle commence à attirer le cône vers le centre de notre planète. Et avec elle, elle attire aussi notre flèche du temps. Cela signifie qu'elle ralentit le temps. Et plus le cône de lumière est proche de nous, plus la flèche se courbe. Et plus le temps ralentit. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie par exemple qu'une montre autour de ta cheville sera en retard par rapport à une montre à ton poignet, que ta tête vieillit plus vite que tes jambes, et que les astronautes en orbite terrestre vieillissent un peu moins vite que les gens sur Terre. C'est ce que les scientifiques appellent la relativité générale. Ok, mais quel est le rapport avec notre sujet ? Comment peut-on comprendre ce qui se passera si on échange l'espace et le temps ? Ne t'inquiète pas, on y arrive. Imagine maintenant un corps cosmique avec une gravité incroyablement forte. Il déforme tellement le temps et l'espace qu'on a l'impression qu'ils s'échangent. C'est un trou noir. Il attire absolument tout vers son centre. Aucune étoile, aucune planète, aucune lumière ne peut y échapper. Disons que notre cône de lumière s'en approche. D'abord, comme d'habitude, le temps commence à se plier vers le centre du trou noir, attiré par sa gravité. Mais la gravité est très forte, si bien qu'il se courbe de plus en plus, et le temps va de plus en plus lentement au fur et à mesure que tu t'approches du centre. À la fin, le cône de lumière traverse la limite du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements. À ce moment-là, il s'est tellement déformé que maintenant il pointe littéralement vers le bas. On peut dire que le temps a changé sa direction. Le temps pointe vers le bas. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? Ce sera plus facile à expliquer avec un exemple réel. Imagine que tu es un astronaute un peu fou qui a décidé de sauter dans un trou noir. Et il y a un observateur dans un vaisseau spatial qui te regarde faire ça. Au début, pour toi, rien ne change. Regarde ta montre. Tu vois que 5 secondes se sont écoulées. Tout va bien. Mais que se passe-t-il pour l'observateur ? Tout d'abord, tu vas tomber pendant un très long moment. L'observateur est assis là depuis 50 ans. Et tu tombes toujours, parce que ton temps a ralenti. Deuxièmement, comme l'espace est également déformé près d'un trou noir, l'observateur verra que tu commenceras à t'étirer comme un spaghetto. C'est un terme scientifique d'ailleurs, qui porte le nom de spaghettification. Et puis tu franchis enfin l'horizon des événements. L'observateur ne te voit plus. La lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, donc ton image n'atteindra pas l'observateur, même si tu es toujours à l'intérieur. Et que se passe-t-il pour toi ? Et si tu avais survécu d'une manière ou d'une autre, rappelle-toi que la flèche du temps pointe vers le centre du trou noir. Cela signifie que désormais, le centre du trou noir est ton avenir. Ce n'est pas un lieu, c'est un destin que tu ne peux pas changer. Et l'endroit d'où tu viens, ainsi que le reste de l'univers, n'existe plus pour toi. Parce que maintenant, ce n'est pas un lieu, mais un événement du passé. Et comme tu ne peux pas remonter le temps, tu ne pourras jamais revenir. Mais qu'est-ce qui se trouve autour de toi ? Un chaos complet. Les rayons de lumière se déplacent maintenant dans toutes les directions, en avant, en arrière, et ainsi de suite. Les rayons représentant les événements du passé, du futur, du présent, tout cela se déplace autour de toi. En réalité, l'espace et le temps n'ont pas échangé leur place. Mais on a l'impression qu'ils l'ont fait, parce que dans l'espace, tu ne peux plus faire qu'avancer, comme si tu suivais une ligne droite. Et le temps, reflété dans les rayons lumineux, t'entoure partout et se déplace dans toutes les directions possibles. Et là, on retourne au début. Cet exemple horrifiant nous aide à imaginer ce que l'on ressentirait si le temps et l'espace étaient inversés. Bien sûr, tout cela n'est que théorie et supposition. L'idée même que nous nous déplaçons dans une direction, celle que nous n'avons pas choisie, et qu'il y a un chaos temporel complet autour, semble assez effrayante. Et pourtant, ce serait une expérience très intéressante. Tu es partant ? Les feux de détresse se déclenchent, les sirènes hurlent, la navette spatiale tremble à tout rompre.
L'obscurité cosmique au travers des hublots s'éclaire de flashs intermittents. Les astronautes bouclent leur ceinture et regardent des écrans en sentant couler une sueur froide sur leur visage. Droit devant, un rayon aveuglant coupe l'espace en deux. Rien dans l'univers ne peut l'arrêter. Ça ressemble au sillage d'un avion à réaction, mais immense, des millions de fois plus puissant que ce que l'on est habitué à voir. Il est impossible de le contourner. Le capitaine du vaisseau ordonne que l'on fasse demi-tour immédiatement. Il s'agissait d'un jet d'un trou noir, un véritable monstre de l'espace. Ces trous, comme d'énormes aspirateurs, avalent tout ce qui passe leur horizon des événements. La frontière entre l'espace-temps et l'endroit où celui-ci n'est plus. Si tu approches de cette frontière, tu es perdu. La lumière elle-même ne peut pas échapper à la gravité d'un trou noir. Et c'est pourtant ce qu'il y a de plus rapide dans l'univers. Les trous n'absorbent pas seulement de la matière, mais lancent aussi des jets dans l'espace. De mystérieux faisceaux longs de plusieurs milliers d'années-lumière. Il n'y a pas de trou noir près de la Terre, mais imaginons une minute qu'il en apparaisse subitement un dans le voisinage du Soleil. Le trou commence immédiatement à dévorer notre étoile. La forte gravité tire un côté du Soleil plus que l'autre. Le Soleil est réduit à l'état de bandelette, mangé par le trou comme un plat de spaghettis. Les physiciens appellent ce phénomène la spaghettification. Quand le monstre a terminé son repas, il a le hoquet et projette deux jets semblables à des lasers qui viennent couper notre galaxie en deux. Des astronomes sont en train d'observer une catastrophe similaire à quelques milliards d'années-lumière de nous. Un trou noir du système 3C321 bombarde en ce moment même une galaxie voisine d'un immense jet de rayons X, de rayons gamma et d'électrons, le tout accéléré à la vitesse de la lumière. Le carnage dure depuis 1 million d'années et nous avons de la chance qu'il ait lieu à une très grande distance. Si un tel jet s'approchait d'une planète comme la Terre, il vaporiserait son atmosphère et sa couche d'ozone. Toute vie à la surface disparaîtrait. Seuls les habitants des plus profonds sous-sols survivraient. Mais si un trou noir apparaissait près du Soleil, nous n'aurions pas l'occasion de voir son jet. Le monstre absorberait l'énergie de l'étoile et nous perdrions simplement toute sa chaleur et sa lumière. La Terre se refroidirait, plongée dans l'obscurité éternelle. Mais les jets peuvent aussi produire de bonnes choses, comme les engrais qui aident les cultures à pousser, l'énergie des rayons comprime les nuages interstellaires et de nouvelles étoiles peuvent y naître. Imagine un siphon dans une salle de bain. L'eau s'y écoule dans la tuyauterie, elle se déplace en spirale en tournant partiellement autour du trou. Maintenant, imagine que le trou noir soit ce siphon, et qu'au lieu de l'eau, il y ait ce qu'on appelle du plasma. Il tourne rapidement, se magnétise et forme un énorme disque d'accrétion. Le plasma commence à briller et à un moment donné, il envoie deux faisceaux dans l'espace. Le trou noir V404 Cygni se trouve à 8000 années-lumière de nous. Il ressemble à un feu d'artifice qui pèserait l'équivalent de 10 soleils. Le problème, c'est que les pyrotechniciens n'ont pas bien fait leur travail et que la mèche a été prématurément allumée. Le trou est alimenté par le gaz d'une étoile proche. Elle fournit des quantités infinies d'énergie à ce feu d'artifice cosmique. Les jets de V404 Cygni ne s'élancent pas seulement des pôles, mais de toutes les directions. C'est comme une boule disco dans une salle des fêtes. À la différence qu'il s'agit ici de plasma brûlant et non de lumière colorée. Un disque aussi grand que 7 étoiles tourne autour du trou noir. L'intérieur du disque vacille comme une toupie qui, ralentissant, est sur le point de s'arrêter. Les scientifiques pensent que ces oscillations et ces projections irrégulières sont causées par des distorsions du continuum espace-temps. Les trous noirs ne sont pas les seuls à donner de grands spectacles astronomiques. Leurs principaux concurrents sont les rafales de rayons gamma. Les scientifiques ne savent pas exactement comment elles apparaissent, mais il s'agit très probablement de la désintégration d'étoiles géantes ou de collisions d'étoiles à neutrons. Nos satellites enregistrent une rafale de rayons gamma par jour, mais il s'en produit en réalité au moins 500 dans l'univers au cours du même intervalle. Un astronome amateur qui voit pour la première fois l'univers observable se sentira comme une star de cinéma sur un tapis rouge. Seulement, ce ne sont pas les flashs des journalistes et des fans qui l'éblouiront, mais les constantes rafales de rayons gamma. Si l'un de ces flashs se produisait dans notre voisinage, notre planète serait comme une bougie dans une tempête de neige.
Imagine que tu vives dans le futur et qu'il soit possible d'effectuer des vols interstellaires en toute sécurité. Avec ton vaisseau spatial, tu te rends sur une planète similaire à la Terre pour observer de tes propres yeux une rafale de rayons gamma. Ton vaisseau file dans l'espace et atterrit sur la planète en question. Mais dès que tu poses le pied à sa surface, aucun doute, toutes les créatures qui vivent ici sentent que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Dans le ciel, les oiseaux volent avec effroi. Les animaux terrestres se précipitent hors des forêts pour chercher un abri. Le vent secoue les feuillages et tu crois entendre une voix qui te dit « Sauve-toi, pars d'ici !» Puis le vent gagne en force et la tempête éclate. Un éclair lumineux apparaît à l'horizon. Quelques secondes plus tard, la lumière s'intensifie. Quelqu'un vient d'allumer d'immenses projecteurs dans l'espace. Tout est perdu. Seule la lumière subsiste. En une seconde, il se dégage autant d'énergie que notre Soleil en génère en 10 milliards d'années. Au bout de 10 secondes, le spectacle se termine. La planète se déplace dans l'espace. Le flash n'a touché qu'une partie de son hémisphère sud. Mais cela suffit pour que les choses aillent mal. La rafale de rayons gamma ayant été assez brève, elle n'a probablement pas vaporisé les océans ni soufflé l'atmosphère. Mais la couche d'ozone qui protège la planète des rayons de l'étoile la plus proche et du rayonnement cosmique a été détruite. Toute la vie de ce monde disparaît brusquement. C'est une vision terrible, mais nous n'avons pas de raison de paniquer à ce stade. Les scientifiques pensent que la probabilité qu'une telle catastrophe se produise sur notre planète est nulle. Mais la Terre n'a pas toujours été aussi chanceuse. L'extinction de l'Ordovicien s'est produite il y a environ 450 millions d'années. Peut-être à cause d'une rafale de rayons gamma. Son épicentre se trouvait à 6000 années-lumière de la Terre. De nocifs rayons UV ont frappé la surface de notre planète, réduisant sa couche d'ozone de 40%. Plus de la moitié des plantes et des animaux ont disparu. Mais la vie a continué à se développer et après 200 millions d'années, les dinosaures ont fait leur apparition. Eta Carinae est une étoile hypergéante double. Elle est presque 200 fois plus lourde que le Soleil et en 10 secondes, elle émet autant de lumière que le Soleil en un an. Elle se trouve à 7500 années-lumière de la Terre, mais en 1843, les habitants de notre planète ont pu l'observer dans le ciel nocturne sans télescope. Cela a été possible grâce à une explosion. Ces beaux nuages de gaz et de poussière résultent de tels événements. Ce sont en quelque sorte les immenses ruines d'une étoile. Mais c'est un beau spectacle. Au cours du prochain million d'années, Eta Carinae continuera d'exploser et produira une rafale de rayons gamma. Mais l'humanité n'aura toujours pas à s'inquiéter. La direction des nuages de gaz indique que les futurs faisceaux ne frapperont pas la Terre. Notre planète est en état de siège. En ce moment même, 30 millions d'objets spatiaux, dont la taille varie d'un grain de sable à celle d'une voiture, foncent vers la Terre. Mais notre atmosphère brûle tout ce qui passe notre frontière. Les scientifiques surveillent constamment l'espace. Et ils n'ont pas trouvé une seule roche spatiale potentiellement dangereuse pour l'humanité. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Un énorme astéroïde se dirige vers la Terre une fois tous les 2 millions d'années en moyenne. Voici les surfaces de la Lune, de Mars et de Mercure. On y trouve des cratères qui sont comme autant de trous dans du fromage. Ce sont les marques qui ont laissé les astéroïdes qui les bombardent depuis des millions d'années. L'atmosphère est une excellente barrière contre les pluies de roches. Mais chaque année, environ 500 grands objets réussissent à la traverser. La plupart d'entre eux tombent dans l'océan ou dans des zones peu peuplées, et personne n'y fait attention. L'activité géologique se poursuit sur notre planète. Les continents se déplacent, les montagnes s'élèvent et s'abaissent. Pendant que tu regardes cette vidéo, le paysage de la Terre change et toute trace des météorites tombées au cours de son histoire est effacée de sa surface.